Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Reynaud, CEO de Garant.me. On fait de l'assurance sur un marché de la mobilité locative. Et en avril 2020, la France est confinée. On fait 0 vente. On est passé de 0 à 10 millions d'euros d'ARR, plus de 100% de croissance tous les ans pendant 5 ans. Vous êtes profitable depuis quand? Le vrai exercice rentable, c'est l'exercice 25 qu'on a clôturé avec 2,5 millions d'euros d'EBITDA. Là, en 26, on va passer à 6 millions d'euros d'EBITDA. Je veux me démarquer des boîtes traditionnelles qui sont mes concurrents, qui pensent avoir innové quand ils ont mis 100 000 euros sur la table pour créer un chatbot. Nous, on veut vraiment se démarquer de ça en disant que la tech, c'est inhérent au modèle. Et c'est ça qui construit le succès pour l'avenir. C'est ce que tu vas mettre sur ton executive summary, donc sur la première slide. Je fais que des anglicismes, là, ça peut être horrible pour certains auditeurs. Et que tu vas mettre en avant sur ta première diapo. Voilà. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Nerf de la guerre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Reynaud, CEO de Garant.me. Bonjour Thomas. Bonjour François. Garant.me, pour ceux qui ne connaissent pas encore, évidemment, on va en parler en long, en large et en travers aujourd'hui. C'est une très belle scale-up française qui a réussi la prouesse de passer de 0 à 23 millions d'euros d'ARR en 9 ans, avec une marge d'EBITDA qui est proche de 30% aujourd'hui. C'est bien ça, Thomas? C'est ça, exactement. Ok, déjà félicitations pour ça. Et du coup, l'objectif de cet épisode, c'est vraiment de décrypter et démystifier la trajectoire financière d'une start-up devenue scale-up et aujourd'hui devenue, je pense on peut dire PME, voire quasiment, enfin pas ETI, mais en tout cas très belle PME rentable et profitable. Donc de comprendre les étapes par lesquelles vous êtes passé chez Garant.me et d'analyser notamment, parce qu'on est sur le nerf de la guerre, les états financiers, donc le PNL, le bilan. Et comment vous avez piloté ça d'un point de vue trésorerie, financement, etc. Donc merci beaucoup Thomas de te rendre dispo et de venir nous partager tout ça. Pour commencer, peut-être je vais te laisser te présenter rapidement et nous présenter Garant.me et votre business. Merci à toi de m'avoir invité et merci d'aborder cette thématique aussi parce que en réalité, on souffre beaucoup quand on crée une entreprise innovante de l'image de la start-up qui aurait des mauvais états financiers. Donc je suis content aujourd'hui de pouvoir expliquer la trajectoire et toute notre histoire. Pour me présenter, je suis donc un des 2 fondateurs de Garant.me. Garant.me, c'est une société qu'on a créée à la fin de l'année 2017 avec un camarade de promo qui s'appelle Émile. Je donne son prénom tout de suite parce que probablement que je vais en reparler. Notre métier aujourd'hui, c'est de fluidifier le métier de la location et de la gestion locative en France. Concrètement, on accompagne les agences immobilières pour développer leur activité, location-gestion, et on fait ça grâce à des solutions d'assurance innovantes qui permettent de mieux sélectionner les locataires et garantir l'investissement des propriétaires, qui est une thématique hyper importante sur le marché du logement pour créer de la confiance et de la fluidité dont on a grandement besoin. Ok. Et d'un point de vue, pour que tout le monde situe, d'un point de vue modèle économique, vos clients à proprement parler, c'est qui? C'est les agences, c'est les locataires, c'est les propriétaires? C'est tout ça à la fois? Alors, on a, d'un point de vue de modèle économique, on a 2 clients parce qu'on a 2 produits. Notre premier produit, celui pour lequel on est connu et qui est dans le nom de la boîte, Garant.me, c'est un produit de caution qui nous permet de jouer le rôle de garant pour les locataires. Concrètement, on va accompagner des personnes qui ont un profil dit atypique, donc ça passe par des étudiants, des personnes qui sont en CDD, des personnes qui sont en période d'essai, des indépendants, des retraités, qui cherchent un logement, mais leur profil ne rassure pas le propriétaire, et donc on va apporter nous une caution, on va se porter garant pour eux, et pour ça ils vont nous payer un pourcentage du loyer, 4,5% du loyer. On va donc délivrer une garantie et le propriétaire sera couvert contre tous les aléas qui peuvent se produire dans une location. Ça, c'est le premier produit. Il représente 80% de notre chiffre d'affaires. C'est le produit historique. Et c'est ce qu'on appellerait dans des boîtes plus matures la vache à lait, donc le produit qui est devenu rentable, voilà, qui pèse dans le chiffre d'affaires. Le deuxième produit qu'on a lancé en 2021, c'est une garantie loyer impayé. Pour le coup, là, on est sur un marché beaucoup plus concurrentiel, où il y a plein d'acteurs historiques. Le client, c'est l'agence immobilière. Elle va souscrire un contrat, et puis ensuite, les propriétaires vont payer une prime d'assurance pour se couvrir contre les aléas locatifs. Donc, la personne qui paye, au final, c'est le propriétaire, mais moi, mon client, la personne avec qui je travaille au quotidien, c'est l'agence.
Ok. On pourra expliquer en reparlant du modèle économique pourquoi on a fait ce choix. Puis on a une troisième solution où le client est aussi l'agence immobilière. C'est une solution logicielle, CRM, qui permet aux agences de traiter tout le flux de demandes des locataires qu'elles ont et de centraliser du coup les candidatures, les dossiers, l'analyse du dossier et la mise en garantie. Ok, super clair. Du coup, là, comme je disais, l'objectif de l'épisode, ça va être de retracer un petit peu votre trajectoire sous l'angle finance, état financier. Sans tout de suite rentrer dans ce détail-là, est-ce que tu saurais phaser sur les 9 ans que vous avez eu, les 3-4 grosses étapes qui ont été très structurantes pour le développement de Garant Me? Oui, je dirais qu'il y a 18 mois au début. Et c'est important de l'avoir en tête parce que c'est long, 18 mois, et financièrement, c'est pas facile à passer. Où, en fait, on s'est principalement focalisé sur la compréhension de notre marché et du problème. Ouais. C'est la phase 1 qui est très terrain, très opérationnel, où on est très seul aussi en tant que fondateur, où on va parler aux potentiels clients pour comprendre quel est leur quotidien, quels sont leurs problèmes, et essayer de trouver la meilleure solution à apporter au marché. Si je veux rentrer dans le détail de cette phase, à l'époque, on constate qu'il y a un marché locatif où il y a beaucoup de méfiance entre propriétaires et locataires, et que les agences immobilières ont très peu d'outils pour apporter la confiance. Et donc, c'est là-dessus qu'on s'est focalisé, trouver des solutions donc, d'assurance pour apporter de la confiance entre toutes les parties prenantes. Bon, là, je le résume en 2 phrases, mais c'est 18 mois de travail. La phase 2, elle commence, je dirais, avec la commercialisation et donc on rentre dans une phase plutôt de start-up où là, on va être en croissance rapide, plus de 100% de croissance tous les ans pendant 5 ans. Et donc, elle va de 2018 à 2022-2023 pour nous, où on est passé de 0 à 10 millions d'euros d'ARR en 5 ans. Cette phase, elle a plein de sous-étapes, mais elle est principalement caractérisée par des levées de fonds et de l'investissement dans la croissance. On pourra y revenir. La phase 3, je dirais qu'elle est commune à toutes les startups scale-up. C'est la phase de réalité. Quand on fait une croissance rapide, il y a une expression qui l'illustre bien, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Une fois qu'on a cassé les œufs, il faut retirer les coquilles, quoi. Et donc la phase 3, c'est une phase de consolidation, refocus sur l'interne, et donc travailler sur nos process, la qualité de notre service, nos marges, pour que cette croissance soit saine, soit pérenne, et que quand on accueille des nouveaux clients, on n'ait pas un panier percé à l'arrière qui fait que les gens s'en vont. Ça a duré pour nous, cette phase de mi-2023 à mi-2025, je dirais. Donc c'était il n'y a pas si longtemps, c'est il y a 1 an. Et là, on est dans la phase 4. C'est la phase où on est serein, solide sur nos fondamentaux, à la fois sur le service et sur les fondamentaux économiques. Et on re-rentre dans une phase de croissance rapide parce que il n'y a plus de panier percé et on peut réaccélérer. Donc on repasse sur une croissance qui est supérieure à 30% par an. Ok. Et vous êtes profitable depuis quand? On a atteint ce qu'on appelle le point d'équilibre à l'été 2024. Ok. Le vrai exercice rentable, c'est l'exercice 25 dont on vient de sortir et qu'on a clôturé avec 2,5 millions d'euros d'EBITDA. Et là, en 26, on va passer à 6 millions d'euros d'EBITDA. Donc on pourra aussi y revenir dessus, mais quasiment maintenant, l'intégralité de la croissance tombe dans le résultat. Ouais, descend au niveau de l'EBITDA. Ok. Effectivement, ça va être hyper intéressant d'analyser ça pour revenir vraiment aux fondamentaux. Du coup, cette première phase de 18 mois, vous vendez pas du tout le premier euro de chiffre d'affaires, il arrive à l'issue de cette phase de 18 mois, c'est ça? En fait, l'assurance, c'est un métier réglementé et donc on peut pas se lancer comme ça. Il faut trouver une compagnie d'assurance qui est capable de vous accompagner. Nous, on officie en tant que courtier, qui est aussi une profession réglementée. Et donc, trouver une compagnie d'assurance qui vous fait confiance, si vous n'avez pas d'historique dans ce métier-là, c'est assez difficile à faire. On a eu la chance de s'associer avec Émile, avec une personne qui avait
était administrateur de biens, agent immobilier pendant 25 ans, et qui avait des relations avec certaines compagnies. Ça nous a permis d'accélérer. Mais en fait, concrètement, il faut 1 an, le temps de monter une solution. On ne voulait pas prendre une solution qui se trouvait sur l'étagère d'une compagnie d'assurance. On voulait créer notre propre solution. Donc déjà, c'est encore plus compliqué parce que ça veut dire qu'on va faire quelque chose de nouveau. Et les assureurs, les banquiers, c'est des mondes assez traditionnels, assez statiques. Il faut les rassurer à la fois sur la capacité à générer des volumes et à maîtriser le risque en face de ces volumes. Donc, bien sélectionner les locataires et bien gérer les impayés de loyer quand ils vont survenir pour pas que la charge sinistre, donc la charge qui est portée par l'assureur, explose. Aujourd'hui, je le dis assez sereinement parce qu'on en est sorti, mais les 5 premiers exercices, donc sur les 9, on fait perdre de l'argent à nos compagnies d'assurance. Donc on comprend aussi pourquoi ils sont frileux et pourquoi ça prend 1 an à sortir quelque chose. Et malgré tout ce travail d'1 an, on n'arrive pas à sortir un truc rentable pour eux. Et il a fallu 5 ans de vraie production pour arriver à quelque chose qui tienne la route d'un point de vue assurantiel et qui leur fasse gagner de l'argent. La deuxième raison pour laquelle je parle de 18 mois, c'est qu'en fait, peut-être qu'on pourra parler de financement après, mais pour moi, tant que tu n'as pas fait quelques dizaines de ventes, t'es pas vraiment sorti de cette phase où tu creuses le problème. On met souvent le contexte de product market fit. Et nous, en fait, il nous a fallu bien 6 mois, même 7 mois de commercialisation pour comprendre ce qu'on était en train de faire et qui était le client. Peut-être pour zoomer là-dessus. Quand on crée l'entreprise, on vient de diplômer, on était étudiant juste avant et on pensait que le client, c'était le locataire. C'est normal, il n'a pas de garant, on va se porter garant, donc voilà, c'est lui le client. Alors oui, c'est le locataire qui paye, mais en fait, il nous a fallu du temps pour comprendre que sur le marché locatif en France, il y a un déséquilibre fort entre l'offre et la demande. Et donc, comme c'est l'offre qui a le pouvoir, puisqu'il y en a moins, le client, c'est pas le locataire. C'est le bailleur, c'est le propriétaire. Il faut convaincre. Donc il faut le convaincre lui, parce qu'en fait, on avait fait plein de partenariats avec des écoles, avec des universités, avec des associations, avec plein de choses pour que les locataires nous connaissent. Et en l'occurrence, ça commençait à bien marcher, mais on n'avait pas du tout la confiance du propriétaire. Et donc, il nous a fallu bien 6-7 mois pour comprendre que le client, c'est le bailleur, et ils sont où les propriétaires? Ils sont en agence immobilière. Donc voilà, pour reboucler avec le modèle économique, on a commencé à faire des partenariats avec les agences immobilières à partir de la mi-année 2018. Ok, donc si je résume, vous mettez 12 mois à avoir un produit vendable avec toute cette histoire d'assurance qui vous back. 12-13 mois du coup à faire les toutes premières ventes et 18 mois à vraiment commencer à comprendre votre propre modèle et valider. Ok. Et dans tout ça, derrière, c'est quoi votre stratégie de financement? Vous êtes tous les deux avec Émile et vous vous débrouillez sans lever Alors d'abord, la première chose qu'on s'est dite, c'est que même si on avait l'ambition de monter une entreprise, une grosse entreprise, il fallait que notre modèle économique puisse tenir si on faisait la taille d'une boulangerie. Et donc l'idée, c'était de se dire, il faut qu'on puisse se payer 2 salaires. Et donc, on a fait 2 choix. Un, vendre cher pour avoir des marges élevées dès le début. Alors ok, les volumes sont tout petits au début, donc ça se ressent pas très vite, mais on vendait quasiment 3 fois plus cher que ce qu'on achetait le produit aux assureurs. Et le deuxième point, c'est que en fait, le financement, il y a plein de manières de le faire. Le meilleur financement, c'est par les clients. Et donc, tout de suite, on a fait le choix de faire payer les clients à l'année. Ce qui est un choix que font pas mal de boîtes au bout de plusieurs mois, après avoir vendu du mensuel, en se disant, ça va être une sorte de levée de fonds sur les clients que de les faire payer à l'année. Donc, c'est un réflexe naturel. Mais c'est douloureux de faire ce changement, alors que quand c'est par défaut dans ton modèle, dès le début, et que tu penses que comme ça, c'est un peu plus simple. Et donc, en fait, on rentrait pas mal de cash, même si en termes de revenus, on le reconnaissait pas, parce que c'était du revenu qu'on appelle forward et pas acquis. Ça faisait rentrer de la trésorerie. Cette trésorerie, elle nous a permis de recruter des développeurs informatiques et de les payer. Et il faut aussi être honnête, puisqu'on parle de start-up,
on avait de mon côté assez d'épargne pour vivre 1 an. Enfin, c'est une sorte de financement aussi de l'entreprise. Ouais. Et Émile a pris un prêt étudiant juste avant qu'on diplôme Ok. auprès d'une banque qui Ouais. faisait des prêts étudiants et donc aussi a pris 1 an de cash pour vivre. Après, il faut le rembourser le prêt, hein, donc il fallait croire en nous. Mais, donc il a été très courageux, mais ça aussi c'est un financement. Le troisième mode de financement, à part notre épargne et les paiements d'avance des locataires, ça a été qu'on a réussi à faire financer entre guillemets la R&D par des parties prenantes intéressées au succès de Garant.me. Je le dis comme ça parce que c'est un mode de financement auquel on pense pas souvent. En fait, il y a plein de gens, quand vous créez une boîte innovante, qui ont intérêt à ce que votre boîte décolle. Et donc, ils peuvent vous fournir du cash, il faut voir les contreparties, pour vous emmener à une étape qui les intéresse. Et donc nous, on a réussi dès le début à faire un partenariat avec BNP Paribas qui nous avançait par tranche de 50 000 euros du chiffre d'affaires sur les locataires clients de BNP qu'on allait garantir. Ok. Et ce deal, il a vraiment été hyper important pour nous parce que du coup, on n'a pas eu besoin de lever de fonds pendant 18 mois, quoi. Ouais. Et comment vous l'avez sourcé ce deal concrètement, parce que c'est quand même assez effectivement différenciant à ce stade. Donc on lance l'entreprise en fin 2017 et c'était à l'époque, je sais pas si tu te rappelles de la fameuse loi Hamon et puis et Châtel peut-être, mais peu importe. En tout cas, les banques devaient faciliter et puis plein d'entreprises ont dû se mettre à faciliter la fin de contrat pour leurs clients. Et ça a été l'opportunité pour les banques d'attirer plein de jeunes d'un côté et aussi le risque de perdre plein de clients de l'autre. Ouais. Et donc BNP, dans cette phase-là, se dit on a besoin de se différencier, d'apporter des offres complémentaires aux comptes bancaires et aux prêts. Et qu'est-ce qui stresse les jeunes ? C'est quoi le problème des jeunes ? L'accès au logement. Donc on se rend compte comme ça, avec un intérêt partagé, et on les convainc que notre solution peut être sexy pour attirer une clientèle de jeunes diplômés, etc. Ok, hyper intéressant. Du coup, si je résume, du mois 1 au mois 12, il n'y a pas de PNL puisqu'il n'y a pas de revenus, il n'y a pas de coûts. Et du mois 13 au mois 18, en fait, on commence à avoir un début de PNL puisqu'on a des premières ventes. Et alors, sur des volumes minuscules, j'imagine, mais un PNL qui présente un résultat profitable finalement à ce moment-là. Oui, profitable, mais je dirais de manière artificielle, parce que je viens de le dire, on se paye pas, on est que tous les deux. Et du coup, notre PNL, c'est juste le PI. C'est-à-dire qu'on c'est le chiffre d'affaires. On avait 2 stagiaires qui nous accompagnaient et qu'on arrivait à payer avec le chiffre d'affaires. C'est ce que j'appellerais les COGS, donc les coûts de production, desquels on peut tirer une marge brute. Et ensuite, on avait 2 développeurs en freelance on va appeler ça les coûts fixes. Et on tire une année du coup rentable, mais je me rappelle pas du tout du taux de rentable parce que c'était pas l'enjeu. En revanche, ce dont je me rappelle, c'est que la seule chose qu'on suivait, c'était la croissance mensuelle. Donc month over month growth. Et tous les coûts en face, notre temps, notre énergie et le temps, l'énergie des 2 stagiaires n'avaient pas d'importance. En fait, on appliquait un peu le credo faites des choses qui peuvent pas scaler du début. Par exemple, on allait faire des visites d'appartements pour les locataires. Tu peux pas faire ça, c'est pas du tout rentable. En revanche, de ça, on a tiré beaucoup d'apprentissage sur qui est stressé par quoi, quels sont les besoins de chacun, où sont les points de friction sur le terrain. Parce que l'assurance, c'est un truc financier, mais en même temps, on a un sous-jacent qui est physique. Donc, il faut comprendre ce monde physique pour bien vendre le produit. Et donc, c'était pas du tout rentable comme manière de procéder, mais ça nous a permis de créer de la satisfaction client et d'anticiper les besoins pour faire de la croissance ensuite. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais de marge. À ce moment-là, vous la considériez, mais vous la regardiez pas vraiment. C'est-à-dire que financièrement, vous vendiez 3 fois plus cher que vos coûts assureurs, mais opérationnellement, vous faisiez le choix de l'ignorer parce qu'il y avait d'autres sujets. On faisait même pas de rapport en chiffre d'affaires, on faisait des rapports en locataires. On disait, le mois dernier, on a garanti 5 locataires, ce mois-ci 10, on a fait x2, le mois prochain 25, on a fait x2,5.
Et puis 50 le mois d'après. Et puis au final, on a couvert 1200 locataires sur la première année. Et on faisait que du volume, quoi. Et à partir de quand, du coup, tu commences à te poser la question de est-ce que mon modèle est viable? C'est-à-dire, est-ce qu'un locataire ne me coûte pas plus cher que ce qu'il me rapporte? Parce que si tu t'en rends compte au bout de 3 ans, évidemment. Au jour zéro, en réalité, à travers les deux questions de base qu'on s'était posées, c'est niveau de marge. Donc on savait que chaque vente était rentable par rapport au coût de l'assureur. Et quand tu fais x3 sur ton coût d'achat, assez naturellement, tu sais que tu vas pouvoir monter un modèle. Tu sais que d'une manière ou d'une autre, tu vas finir par écraser une partie de tes coûts. Et en pensant BFR, donc on encaisse 1 an de primes et donc de commissions d'un coup. Et donc ça aussi, on sait que c'est sain. Oui. Donc on n'a pas regardé dans le détail au début, mais parce que le fondamental était là, quoi. Ouais. Alors qu'il y en a, ils font l'inverse, ils se lancent un peu à l'aveugle sur le modèle économique, puis ensuite ils vérifient que ça marche. Alors, tu dis le BFR négatif, on va appeler ça comme ça dans ton cas, c'est-à-dire t'encaisses upfront en début de période et sain. Effectivement, d'un point de vue cash, c'est sain, mais ça peut aussi masquer une certaine réalité. C'est-à-dire que tu peux vivre à crédit sur ton propre cash, mais et du coup, dans des phases où tu es un peu moins en croissance, j'imagine qu'il y a de la saisonnalité sur votre business, te retrouves en difficulté, non? Ça vous est pas arrivé? Et on l'a vécu. Ok. On l'a vécu dans le dur, en avril 2020. Donc, on fait quoi? On fait de l'assurance sur un marché de la mobilité locative. Et en avril 2020, la France est confinée. Donc, on fait 0 vente. J'exagère, il y a quelques... D'ailleurs, on ne savait même pas comment les gens déménageaient, mais il y a eu quelques ventes. Mais... donc, si on fait 0 vente, il n'y a plus aucune entrée de cash. Alors, il y a une reconnaissance de chiffre d'affaires parce qu'on tire... Il y a l'inertie de toutes les ventes des mois précédents. Et tu fais des produits constatés d'avance, c'est ça, comptablement? On fait des PCA, oui. On fait toujours des produits constatés d'avance. Et en revanche, aucune entrée de cash. Puisque plus de mobilité. Donc là, on l'a vécu dans notre chair. Ah là, c'est sûr que c'est très violent. Donc heureusement, on a bénéficié des aides, comme tout le monde, de pouvoir mettre les équipes au chômage partiel. Donc déjà là, on est en 2020, hein, donc c'est 2 ans d'activité. Et prêt garanti par l'État, il me semble, autour de 300 000 €. Donc, on a passé cette phase. Mais c'est vrai que... On comprend tout de suite les notions de BFR et le luxe du BFR négatif, mais qui se retourne contre toi ensuite, quoi. Ouais, ok. Si on entre du coup dans la phase 2, celle que tu appelais commercialisation, donc qui a duré 5 ans, tu disais croissance de 100% plus ou moins par an pendant 5 ans. Vous êtes passé de quasiment 0 à 10 millions d'ARR. Je suis assez curieux de comprendre votre structure de coût à ce moment-là. Elle commence à ressembler à quoi? Parce que j'imagine que ça commence à se structurer. Tu es un peu moins dans le bricolage et un peu plus dans la construction de ton vrai modèle. Alors, modèle économique, on en a parlé, mais également structure de coût qu'il faut commencer à mettre en face. Oui, alors c'est une phase, peut-être qu'il faut parler des levées de fonds pour ensuite expliquer comment tout ça est possible, mais en une ligne, dans cette phase-là, on dépensait 3 quand on gagnait 1, de 1 à 5 millions d'ARR, puis ensuite 2 quand on gagnait 1, entre 5 et 10 millions d'ARR. Ok. Donc voilà, tout ça est possible uniquement parce qu'on a levé des fonds. Donc peut-être que je peux commencer par là. On a fait une première levée de fonds du coup au terme des 18 mois de la phase 1, où on a levé 600 000 € en equity auprès de Business Angel et d'un fonds de la BPI, et 500 000 € en dette. Okay. On a répliqué une levée de fonds du coup en 2020, juste après le déconfinement. Ok. D'ailleurs, petite parenthèse, on avait lancé un roadshow en janvier 2020. Ouais. On arrivait à la phase des term sheets début mars, et puis là on se prend le confinement. Donc très difficile, personne n'envoie les term sheets, bien sûr. Il y en a qui se sont retirés. Et on les a reçus peut-être fin avril, début mai, quand la situation s'est normalisée. Là, à ce moment-là, en 2020, on lève 3,6 millions en equity et 2 millions en dette. Donc 5,6 au total. Et après, on a fait une dernière levée de fonds en janvier 2023. Ouais.
Mais là aussi, en fait, on s'est lancé en mars 22. Donc on voit déjà, il s'est passé du temps. Et puis, il y a eu l'invasion de l'Ukraine dans la foulée et le retournement des marchés durant l'été. Donc, on a eu une term sheet qu'en septembre 22. Ouais. Et à ce moment-là, on lève 14 millions d'euros en equity. Donc, à un moment où vous commencez à faire plus ou moins 10 millions d'ARR, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. C'est à la fin de la phase 2, là. Ouais. Et on lève 4 millions en dette. Ok. 4 ou 5 millions en dette. Alors, pour revenir à ta question du début sur comment était structuré le PNL à cette époque, en fait, c'est un PNL d'investissement, à la fois commercial et technologique. Donc, quand on faisait 1 euro de chiffre d'affaires, on mettait 1 en tech. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a structuré une équipe tech avec des product managers, des designers, des développeurs informatiques, un directeur technique pour investir sur différentes zones. D'abord, l'expérience qu'on fournit à nos clients et ensuite, notre efficience. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, la tech, mettre 1 euro en tech quand tu gagnes 1 euro, on s'est assuré de ne pas être rentable. Mais c'est surtout parier sur l'avenir. Et donc, on investissait sur l'euro en tech, en fait 50 centimes, la moitié, dans nos outils internes pour gagner en efficience, en efficacité, et donc améliorer la marge brute. Ouais. Sur cette phase-là, on est passé de 20% de marge brute en 2019. On faisait des choses pas du tout rentables. Ce que tu disais, ouais. À 60% de marge brute à la fin de cette phase-là. Aujourd'hui, on est à 85% de marge brute. Donc, la deuxième zone d'investissement durant cette phase où on est passé de 0 à 10 millions d'ARR, c'est la vente. Donc marketing, coûts commerciaux. On a investi beaucoup pour la notoriété, donc référencement naturel, référencement payant, presse. Et on a constitué une équipe commerciale, puisqu'on a un modèle B2B2C, qui a construit un réseau d'agences partenaires et prescriptrices des solutions. Et mon modèle est le suivant. Je recrute un commercial. Pendant 6 mois, son salaire dépasse le revenu récurrent auquel il aboutit. Et ensuite, il faut 8 mois de plus pour qu'il lui ait remboursé les 6 premiers mois. Les 6 premiers mois. Ouais. Donc, il faut 14 mois qui commence à être profitable à son échelle. Et quand on recrute 20, il faut du coup lever des fonds pour payer 20 fois 6 mois de salaire. Vous savez ce que c'est qu'un salaire de commercial. C'est ça, une levée de fonds. Et du coup, j'en profite que tu m'invites pour reboucler avec la phrase d'intro. En fait, tout ça, ça montre que le modèle des startups que les VC valorisent, où on va regarder uniquement la top line, c'est pas un modèle absurde. C'est juste un modèle d'investissement avec des gens qui ont foi dans l'avenir. En fait, tu peux tout à fait bridger les valos EBITDA versus les valos qui se font sur le chiffre d'affaires. Si on refait le chemin, généralement, on valorise des entreprises sur l'EBITDA parce que c'est l'approximation la plus propre et la plus normée du cash flow. Et les VC valorisent les startups sur la top line, mais en fait, c'est la même chose. Pourquoi ? Parce que une boîte comme nous, au début, on a des coûts fixes parce qu'on structure une équipe managériale, j'ai parlé d'un directeur technique, etc. C'est pas parce que j'ai fait x100 que j'ai 100 directeurs techniques. Donc déjà, tous les coûts fixes, ils veulent rien dire. On peut les considérer qu'ils sont à 0 parce qu'on va complètement les écraser par la croissance. Ensuite, restent les coûts commerciaux et marketing. Eux aussi, dans une boîte normale, on va considérer que c'est une charge, mais en fait, dans une startup, c'est pas une OPEX, c'est une CAPEX. Parce que quand mon commercial vient, c'est pour rentrer des revenus récurrents. Donc, je mets aujourd'hui 1 euro pour qu'il rentre 1 euro. C'est pas rentable, 1 pour 1. Mais 7 euros, il va rester là pendant 10 ans. Et puis mon commercial, il va rentrer un nouvel euro tous les ans. Donc, en fait, les coûts sales et marketing, qui sont une OPEX dans un PNL, sont en fait une CAPEX analytiquement. Il reste les coûts variables, donc ce qu'il y a au-dessus de la marge brute. Je l'ai dit, on est passé de 20% de gross margin en 2019
à 85 aujourd'hui, c'est pas du tout pertinent de regarder le niveau de gross margin du début. Ouais. Et donc au final, tu bridges tout ça et la top line, c'est l'EBITDA, quoi. Donc c'était pas bête, comme on l'entend souvent. On se moque beaucoup du modèle de startup ou du modèle des VC. Mais en fait, il a vachement de sens si on rencontre le succès, quoi. Après, je sais plus où je voulais aller. Non, bah c'est hyper clair. Et juste j'ai pas mal de questions par rapport à tout ce que tu as dit. Les COGS, donc ce que tu mets au-dessus de la marge brute, chez vous, pour bien comprendre d'un point de vue métier, ça correspond à quoi? Oui, c'est une bonne question et peut-être qu'on pourrait faire autrement d'ailleurs analytiquement, mais chez nous, les COGS, ce sont tous les métiers sans lesquels la boîte peut plus tourner. Et le produit peut pas se vendre. Le produit peut pas se vendre. Donc ça va être toutes les équipes ou les outils permettant de vérifier des dossiers locataires. Ouais. Les équipes et les outils permettant de conclure la vente, on appelle ça la souscription dans l'assurance. Gérer le contrat et la prime. Oui. Gérer le sinistre, qui est l'impayé de loyer chez nous, son indemnisation au bailleur et le recouvrement de la dette auprès des locataires. Ouais. Tous les métiers d'un courtier en garantie de loyer. Il pesait 80% de la top line en 2019. Aujourd'hui, il pèse plus que 15%. Qu'est-ce qui s'est passé entre beaucoup d'investissements tech qui fait qu'une personne qui, à l'époque, gérait 1, aujourd'hui gère 10. Ouais, ok. Et d'ailleurs, pour reboucler avec ce que tu disais sur les notions de valorisation sur les l'EBITDA, l'ARR, j'avais lu une analyse assez intéressante, je crois que c'est de Thibaut Renouf, le CEO de Partout, qui disait que dans le monde des startups, on se focalisait souvent sur un multiple d'ARR et qu'on comparait des multiples d'ARR qui en fait comparaient des ARR qui n'étaient pas forcément comparables. Qu'en fait, en réalité, je trouvais ça assez juste, il faudrait juste descendre d'un cran et regarder un multiple de marge brute, sous réserve que la marge brute soit calculée de manière à peu près fair, c'est toujours la même histoire. Mais effectivement, vous, dans votre cas, vous avez structurellement des COGS que vous pouvez réduire mais pas éliminer. Un business SaaS, typiquement, enfin purement SaaS, puisque vous en faites aussi, va avoir beaucoup moins de COGS, en tout cas va avoir une marge brute structurellement à plutôt 90-95%, je pense. Et donc c'est plus là-dessus qu'on va pouvoir définir un dénominateur commun entre des business qui finalement sont potentiellement très différents. Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Et d'ailleurs, pour utiliser le buzzword du moment, et on peut parler d'IA du coup, en fait, là où l'IA vient déprécier la valeur des SaaS parce qu'ils vont devoir intégrer des fonctionnalités qui s'appuient sur l'IA. Et donc là, maintenant, ils commencent à avoir des coûts variables. Il faut cramer des tokens. Et donc leur marge brute va passer de 95 à 90, voire 85 dans certains cas. Nous, c'est plutôt l'inverse. En fait, l'IA vient optimiser la marge brute puisqu'elle vient se substituer à des métiers qui avant étaient réalisés par des équipes. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, quand on vérifie un dossier locatif, on a à peu près la moitié qui est fait automatiquement par des outils et l'autre moitié par des équipes en place. Avec l'intelligence artificielle, on arrive petit à petit à faire en sorte que l'automatisation grimpe. Et certes, je crame aussi des tokens, du coup, comme un SaaS, mais ça coûte moins cher que quand tu le fais avec des équipes. Ouais. Donc, c'est une super opportunité, justement, pour les boîtes d'assurance, l'intelligence artificielle, et les boîtes de courtage, parce que ça vient remplacer des opérations. Et donc, dans ton cas, améliorer point par point la marge brute. Si je descends ensuite sur la suite de tes coûts, tu as mentionné les coûts tech que vous avez beaucoup investi, notamment dans cette phase où tu dépensais 3 euros pour 1 euro de revenu. Tu mettais 1 en tech. Cette ligne tech, comptablement, tu as parlé d'OPEX et de CAPEX. Comptablement, j'imagine que tu l'as considérée comme du CAPEX et donc elle était hors compte de résultat. Analytiquement, on l'a toujours considéré comme une OPEX, donc comme une charge récurrente, pour une raison simple, c'est que chez nous, c'est vraiment un récurrent, quoi. On ne va pas s'arrêter d'investir.
Donc on peut dire que c'est une CAPEX, mais en réalité, si elle est là tous les ans, à peu près au même montant, voire que ça monte. Oui. En revanche, oui, dans les comptes comptables, donc le bilan produit par nos experts comptables et nos commissaires aux comptes, une partie de cette charge est immobilisée, donc passe à l'actif. Et donc notre EBITDA comptable est supérieur aux 6 millions d'euros que j'annonce, qui est un EBITDA cash analytique. Ok, c'est marrant parce que du coup, tu es plutôt conservateur, là où on accuse, entre guillemets, souvent les start-upers d'être plutôt, je sais pas comment on fait dire, bullshitter sur ce genre de chiffres. Je le fais pas pour être conservateur et pour avoir une posture. Je le fais pour la simple et bonne raison que je veux me démarquer dans mon equity story des boîtes traditionnelles qui sont mes concurrents, donc des courtiers classiques, qui pensent avoir innové quand ils ont mis 100 000 euros sur la table pour créer un chatbot. Et eux, c'est une CAPEX, parce qu'ils ont un petit effet waouh qu'ils seront incapables de maintenir d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas d'équipe technique. Donc là, ils le mettent en CAPEX, ils ont fait leur investissement pour les 10 prochaines années, et puis ils peuvent dire avec un post LinkedIn qu'ils ont fait de la tech. Nous, on veut vraiment se démarquer de ça, en disant que la tech, c'est inhérent au modèle. Oui. Et c'est ça qui construit le succès pour l'avenir. Et donc, même si aujourd'hui on est rentable et qu'on pourrait se dire qu'on peut aller optimiser cette rentabilité, on continue d'investir massivement. Donc sur les 20 millions d'euros de chiffre d'affaires qu'on a fait, on a investi 3 millions d'euros sur la tech l'année dernière. Ouais. C'est pas négligeable, c'est 15%. Et on va continuer à le faire. Et c'est ce qui explique aussi que historiquement, en tout cas sur vos levées de fonds, j'imagine que vous n'avez pas été valorisé comme un courtier traditionnel, mais comme un mix entre un courtier et une boîte tech. C'est ce qu'on espère. Oui, historiquement, c'est la manière dont on a toujours été valorisé. Et quand on regarde l'avenir, c'est aussi en prenant en compte qu'on investit pour la croissance et pour l'efficience qu'on va être regardé. Ouais, ok. Sur ton équipe plus business, commercial, là, tu disais que toi, mentalement, tu le considérais comme des CAPEX, mais bon, j'imagine que là, pour le coup, comptablement, c'est de l'OPEX, c'est dans le compte de résultat même comptable. Oui. Tu avais cette réflexion de te dire, il me coûte de l'argent aujourd'hui, parce qu'il me rapporte que 1 euro de MRR ou ARR, mais qu'en fait il va me le rapporter pendant 10 ans. En fait, là tu évoques la notion de LTV, oui. Lifetime Value. C'est, j'imagine, comme ça que vous le regardez, vous, analytiquement en interne, pour rationaliser vos investissements. J'appelle ça investissement du coup sur l'équipe commerciale. Exactement. Les commerciaux ont pour mission, de entrer en relation avec les agences immobilières. 2, convaincre l'agence qu'il faut utiliser nos outils, que ce soit nos outils d'assurance ou nos outils techno. Et 3, accompagner l'agence sur l'utilisation récurrente et croissante des outils. Et donc, tout ça prend naturellement du temps. C'est pour ça qu'il y a 14 mois avant que quelqu'un soit rentable. Il faut avoir confiance dans le fait que le commercial va y arriver. Et la manière dont on le regarde, c'est qu'on demande à l'équipe de rentrer en ARR ce qu'on lui paye, on demande à l'équipe, on demande à chaque commercial de rentrer en ARR ce qu'on lui paye en fixe plus variable chaque année. Il y a des modèles qui sont beaucoup plus efficients que le nôtre en termes de coût d'acquisition. On a un coût d'acquisition qui est quand même élevé par rapport à d'autres business. En revanche, on a une lifetime qui est beaucoup plus élevée que des SaaS. Et on a un NRR, donc ce qu'on appelle le Net Retention Rate, ce qui est le churn en valeur, ouais. Qui est de 120%. C'est-à-dire que quand on regarde les revenus que génère une cohorte d'agence au mois de janvier, et qu'elle fait 100 euros de revenus, cette même cohorte-là est à 120 en fin d'année. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre un coût d'acquisition un peu élevé. C'est juste que les durées de vie clients sont très longues et la valeur est croissante année après année. Derrière ce NRR à 120%, ce qui se cache, c'est en fait que l'agence immobilière, quand elle commence à travailler avec nous, elle va garantir peut-être 10% des appartements qu'elle a en gestion. Puis chaque année, elle va monter 20%, 30%, 40%.
Et donc, c'est ça le métier aussi des commerciaux, c'est de faire progresser, donc via de l'upsell, le taux de pénétration de nos solutions d'assurance. Ouais, donc opérationnellement, ils ne gèrent pas que le fait de rentrer une agence, ils gèrent aussi ce qu'on appellerait dans d'autres sociétés l'account management, c'est-à-dire l'accompagnement. On a, en réalité, j'ai simplifié l'organisation, mais ce sont 2 équipes chez nous bien structurées, où on a des SDR qui vont prendre des rendez-vous à des sales, qui vont faire monter les agences sur les outils. Puis ensuite, on a des équipes d'upsell, donc d'account management, qui s'occupent de la pénétration. Ok, super clair. J'ai envie de revenir, on a déjà un petit peu parlé, mais sur vos levées de fonds et les stratégies que vous avez eues par rapport à ça. Très simplement, comment vous avez réfléchi avec Émile à votre stratégie de levée de fonds, c'est-à-dire à quel moment de la vie et du développement de 40 000 vous êtes dit là c'est le bon moment pour lever, et pourquoi on lève à chaque fois? C'est une bonne question, ça, parce que on trouve beaucoup de fondateurs qui vont lever alors que c'est pas du tout le bon moment. Je dirais qu'il y a 3 caractéristiques à une levée de fonds qu'il faut avoir en tête. La première, c'est ce qu'on appelle les selling points. C'est ce que tu vas mettre sur ton executive summary, donc sur la première slide. Je fais que des anglicismes, là, ça peut être horrible pour certains auditeurs. Donc c'est les forces, plutôt que les forces, les actifs que tu as créés jusqu'à aujourd'hui et que tu vas mettre en avant sur ta première diapo. Voilà. Pourquoi je parle d'actifs? Parce que c'est pas nécessairement du chiffre d'affaires. Tu peux partir lever des fonds sur la base de une techno, un brevet, une équipe ou bien une traction commerciale, donc du chiffre d'affaires. Donc vraiment, quels sont les actifs que tu vas mettre en avant? Chez nous, ça a été le produit d'assurance, c'est un vrai actif dans l'assurance. Et 2, le début de traction commerciale. On était modeste, on était jeunes, c'était clairement pas l'équipe, c'était que tous les deux l'équipe. Donc, et on n'avait pas encore d'actifs techno au tout début. La deuxième chose qu'il faut regarder pour faire une levée de fonds, et qu'on a toujours regardé, c'est ce qu'on appelle aussi en bon anglais le use of proceeds. Donc tu vas faire quoi de l'argent? Et il faut que ce soit très clair. Et donc nous, on l'a déjà traité en fait un peu plus tôt dans l'échange. C'était 1, les investissements techno, et 2, les investissements commerciaux. Clairement identifiés dans le plan de déploiement du cash burn pour les investisseurs. Ils savaient qu'ils mettaient tant de millions sur la tech, tant de millions sur le commercial. Et le troisième point fondamental pour aller lever des fonds, donc c'est la cohérence de l'equity story, c'est-à-dire que tu as déjà en vision l'étape d'après. Donc, tu fais investir des gens aujourd'hui, mais c'est pas des gens qui mettent de l'argent pour rien, quoi. Ils veulent savoir comment ils vont sortir. Donc, il faut leur vendre soit la prochaine levée de fonds, qu'est-ce qu'on aura accompli d'ici là. Donc, les actifs que tu vends aujourd'hui, comment ils auront maturé, comment ils auront évolué, et qui va venir soit les remplacer, soit les compléter avec une nouvelle augmentation de capital. Si tu as vraiment bien bossé ces 3 messages, tu peux faire une levée de fonds. Ouais, pour revenir sur ce que tu disais, le fait que souvent on voit des fondateurs qui vont lever au mauvais moment ou sans savoir pourquoi. En fait, je dis souvent que le bon conseil, c'est ton point numéro 2, en fait, c'est pourquoi je veux lever. Et la bonne réponse, c'est lever pour financer soit des CAPEX, en l'occurrence dans votre cas, c'est de la tech, c'est-à-dire un actif sur lequel la société va pouvoir s'appuyer dans le futur pour générer du revenu et de la profitabilité, soit pour générer de la croissance, mais de la croissance saine en regardant évidemment tes KPI, LTV, CAC. Et donc votre exemple est assez typique de dire, si je reviens sur ce que tu disais avant, on achète le salaire des commerciaux pendant 6 mois parce qu'on est convaincu que sur l'ensemble, notre ratio LTV, Lifetime Value sur ce que ça nous coûte va être profitable. Même si pour autant, pendant 6 mois, je dois le financer, je dois assumer même pendant plus de 6 mois, en fait, puisque tu disais qu'en tout, ça mettait 14 mois. Et une fois que tu as levé, comment vous définissiez le niveau de risque que vous souhaitiez prendre? C'est-à-dire, tu l'as dit très clairement, suite à votre première levée, je crois, ou votre deuxième, vous vous autorisiez à faire du 3 pour 1 en termes de coût versus revenu. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas dit on fait du 5 pour 1, du 10 pour 1 ou, tu vois? Oui.
En fait, le 3 pour 1 est un ratio burn versus revenu. Dépenses versus revenu. Mais quand on fait le ratio dépenses versus ARR, c'est sur du 1 pour 1 tout le temps. C'est-à-dire qu'on s'autorisait globalement à brûler 1 euro pour générer 1 euro de croissance. C'est ça le ratio qu'on suivait. Donc 2 pour 1, pardon. Fallait dépenser 2 pour faire 1 euro d'ARR, mais on faisait de la croissance et donc on s'autorisait ça. Je pense que c'est un bon ratio parce qu'il cache ou il englobe plutôt plein d'autres ratios. Quand tu brûles 1 pour générer 1 euro d'ARR, attention, il faut que ce soit des revenus récurrents, parce que si tu brûles 1 pour faire 1 de revenu qui n'est pas récurrent, ça n'a aucun sens. Ouais. Mais si tu brûles 1 pour générer 1 euro de revenu récurrent, là, ça en a. Aussi parce que c'est un peu la réflexion qu'a une banque quand elle va te financer un projet commercial. Pour des CAPEX, une banque peut te prêter sur 7 ans. Pour des OPEX, c'est plutôt 1-2 ans. Ouais. Donc, finalement, brûler 1 euro de cash pour générer 1 euro de croissance, ça se rapproche des ratios qui sont sains dans le monde financier, et donc c'est acceptable. Voilà, c'était ça la réflexion. Ok, super clair. Je voudrais qu'on parle un peu de GarantMe aujourd'hui. Donc, si je reprends ce que tu me disais en intro, GarantMe en 2026, c'est plus ou moins 23 millions d'euros d'ARR, plus ou moins 6 millions d'euros d'EBITDA. Dans les très grandes lignes, c'est quoi le PNL analytique de GarantMe aujourd'hui, si on le compare avec ce que tu nous as dit sur les phases précédentes? Oui. Alors, bon, on va parler de PNL. Donc, il faut qu'on passe de l'ARR au revenu. L'ARR, c'est les revenus des 12 mois qui suivent. Les revenus, c'est ceux des 12 mois qui précèdent. Nos revenus vont plutôt du coup être de 21 millions d'euros, pas 23. Et là-dessus, on va parler en pourcentage. On a 15% de coûts de production. Donc, on a une marge brute. Que tu appelais les COGS, c'est ça? Les COGS, oui. À 85%. La trajectoire de ces COGS est plutôt d'être en baisse, notamment parce qu'on investit continuellement, on en a déjà parlé, sur l'efficience. Ensuite, on a investi 25% de notre chiffre d'affaires sur la croissance encore. Donc marketing et commercial, les mêmes coûts qu'on a déjà mentionnés. En même temps, on va faire entre 25% et 30% de croissance, donc c'est aussi parce qu'on investit. En dessous de ça, on va avoir du coup le reste des coûts fixes, donc la tech, c'est à peu près 15% du chiffre d'affaires. Et puis les COGS, donc les fonctions support, finance, RH, équipe fondateur, 10%. Tu as dit les COGS plutôt. Pardon, G&A, ce qu'on appelle les G&A. Ouais, ok. Les G&A, excuse-moi. Et puis tous les coûts, loyers, etc. Ouais, ok. Ça pèse 10%. J'espère que j'ai pas dit de bêtises, mais il doit rester 30% qui est la marge. À peu près, ouais, on est à... Ouais, on est entre 30 et 35%. Ok. Et le bilan de GarantMe, la question est peut-être un peu moins facile, mais si on fait un bilan simplifié de GarantMe, les actifs, la structure du passif, c'est quoi? Alors, on a à l'actif la production immobilisée et on a aussi acheté des entreprises dans le passé. On a fait un peu de M&A. Okay. On n'en a pas trop parlé, mais parce que financièrement, ce n'était pas des gros engagements, ça a plutôt été des bonnes opportunités stratégiques. Donc, il y a les fonds de commerce de ces sociétés à l'actif. On fait un métier d'assurance. Donc, on encaisse les primes de nos compagnies d'assurance et on doit les séquestrer sur des comptes chez nous. Donc, dans le bilan, la deuxième chose qui est importante, je dirais, c'est les dettes qu'on a vis-à-vis des compagnies. J'en parle parce que ça peut être plusieurs millions d'euros. Et ça, c'est du passif circulant, c'est ça? Passif circulant, oui. Plusieurs millions d'euros qu'on doit de primes aux compagnies, qui sont en fait simplement la production de primes émises des 3 derniers mois, souvent. Ouais. C'est les gros sujets. Après, en passif plus structurant, il y a bien sûr la dette bancaire,
qui est que de l'unitranche classique qu'on a fait avec des banques commerciales traditionnelles, dont on a parlé tout à l'heure suite au levée de fonds. Ouais. C'est à peu près ça les gros sujets du bilan, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Ok. Toi, du coup, hors état financier, c'est quoi le ou les KPI que tu regardes de manière un peu maniaque tous les jours ou toutes les semaines? Oui, c'est important l'échelle de temps parce que donc, tous les jours, je regarde les ventes du jour Ouais. et je les compare aux ventes du même jour l'année dernière, Ok. comme chez McDo. Parce que beaucoup de saisonnalité. Donc Parce que beaucoup de saisonnalité. Donc le mois au mois n'a pas de sens chez nous. On fait plutôt du année versus année. Et c'est un truc que font les restaurants, par exemple. Ouais. Alors au mois de mai, ça doit être un peu particulier, j'imagine, avec les jours fériés. Mais... Oui, alors cette année, le mois de mai est structuré assez proche de celui de l'année dernière. L'année prochaine, les jours fériés tomberont plutôt des samedis. Donc il n'y a qu'un dirigeant d'entreprise qui sait ça. Donc là, ça devrait changer la structure du mois. Voilà, tous les jours, les ventes du jour. Okay. Sur les 3 produits, donc la caution, la garantie loyer impayé et le logiciel. Toutes les semaines, toujours les ventes, mais aussi les risques de churn. Ok. C'est-à-dire qu'on identifies comment alors ça, c'est quelque chose d'assez récent chez nous. Tu te rappelles, j'ai parlé de donc il y avait la phase 1, on apprend à connaître le marché, la phase 2, on scale, la phase 3, on répare les pots cassés. Et en fait, de mi-2023 à mi-2025, on s'est vraiment focalisé sur l'amélioration du service pour les clients, l'efficience de nos opérations et la rétention. Donc la limitation du churn. Et donc on a créé différents outils de tracking des frustrations clients et donc des risques de churn. Ça peut passer par des sujets chiffrés. Je vais donner des exemples. Une agence immobilière qui, sur les 6 derniers mois, nous sollicitait de manière récurrente pour qu'on vérifie ses dossiers. Et puis là, ça fait 2 mois qu'elle n'utilise plus l'outil. Donc ça, on peut le traquer. Une agence immobilière qui était plutôt en croissance en termes de garantie active et qui, là, entre en décroissance. Parfois, ça ne veut rien dire, parce qu'il y a de la saisonnalité aussi, mais on préfère le voir et se dire OK. Donc ça, c'est tout ce qui est chiffré. Et puis aussi, il y a eu aussi du qualitatif. On a une équipe qui se focalise sur la rétention, mais en revanche, toute l'entreprise est concernée par la rétention. Et donc, les équipes opérationnelles, donc ce qu'on appelle les COGS, doivent remonter toutes les conversations écrites ou téléphoniques sur lesquelles elles ont perçu une tension, avec différents niveaux de tension, du plus faible au plus risqué. Le plus risqué étant je vais me barrer. Et donc, voilà. Donc, je suis ça à l'échelle hebdomadaire. Okay. Parce que pris à la source, en fait, les risques de churn sont des opportunités d'upsell. Derrière la frustration client, il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Et donc, si on le satisfait, en réalité, plutôt que de perdre le client, on va avoir de la croissance sur ce client. Ouais. Donc ça, c'est hebdomadaire chez moi, avec quelqu'un qui est responsable de ça dans l'entreprise. Après, à l'échelle mensuelle, je suis d'autres KPI, ce qu'on appelle les soldes intermédiaires de gestion, donc chiffre d'affaires, marge brute, EBITDA, ouais. Et on fait donc du contrôle de gestion mensuel. On a un budget qu'on suit fournisseur par fournisseur. Ok. Et tous les fournisseurs qui sont off, on pose la question au manager qui est responsable de ce fournisseur, pourquoi c'est off ? Qu'est-ce que tu veux dire par off ? Pardon, le budget prévoit 100, on a dépensé 105. Ah oui, ok. Qu'est-ce qui fait qu'on dépense 105 ? Okay. Là aussi, c'est une question de maturité d'entreprise, c'est des process qu'on a mis en place dans les 2 dernières années, qui n'existaient pas avant, qui sont super sains, parce que si tu le fais qu'au moment de ta clôture comptable, quand c'est ton comptable qui te dit le budget il a été dépassé de 15% par telle équipe, c'est trop tard. Alors qu'en fait, si tu le repères dès le mois de janvier, que ton budget que tu viens de faire va déraper, tu peux tout de suite régler la situation, renégocier avec le fournisseur, adapter les choses. Ce qui fait qu'en fait, on n'est plus jamais off par rapport au budget et on se retrouve souvent en dessous. Parce qu'au final, tu vas renégocier de manière fréquente avec tous tes fournisseurs. Ok.
ton board, on n'en a pas parlé, mais il regarde les mêmes KPI, j'imagine un peu moins à la loupe que toi. Sur quoi il te challenge concrètement? J'ai oublié un KPI, enfin 2 KPI que je suis. Ce qu'on appelle les SLA, donc c'est un terme dans l'assurance, ça s'appelle Service Level Agreements. C'est les engagements de délai de traitement que tu prends. Tu les prends vis-à-vis de la compagnie d'assurance, mais au bénéfice des clients. Oui. Donc c'est sous combien de temps on va vérifier un dossier, sous combien de temps on va indemniser un loyer. C'est de la qualité de service derrière qui se cache. Et ça, je le suis aussi mensuellement. Ouais. C'est très important. Et vu que c'est souvent des questions de délai, tu peux avoir des risques que tes opérateurs aillent vite mais fassent mal. Donc on a adjoint à ces SLA des KPI de qualité que je suis aussi mensuellement. Ok. Avec mon responsable des opérations. Par rapport au board, les KPI sont assez différents. On a des VC au capital. Ils sont encore beaucoup sur des KPI de VC et de start-up ou scale-up, donc l'acquisition principalement. Ouais. Croissance, taux de croissance, qui est très important, qu'on veut maintenir au-dessus de 25% sur le long terme, mais qui est devenu quasiment secondaire par rapport au taux d'EBITDA en interne, dans notre culture interne d'entreprise, mais chez le VC est primordial. Et 2, acquisition sur chaque produit, donc le new business, sur la caution, sur la garantie de loyer, etc., qui aussi sont des KPI importants, mais qui sont plus suivis au niveau du board. Ouais. Et à l'époque, avec le board, on suivait le cash burn, mais on est sorti de cette phase. Maintenant, on suit juste la trésorerie nette qui s'accumule. Ok. Peut-être 2 questions pour conclure. La première, c'est avec le recul sur tout ce que tu nous as raconté, cette trajectoire de 9 ans, qu'est-ce que tu ferais différemment, alors sous l'angle financier évidemment, si tu avais le pouvoir de recommencer? La chose que je ferais différemment, c'est recruter moins et moins vite, notamment sur les parties d'investissement qu'on a mentionnées, donc tech et commercial. L'erreur classique en fait des startups, c'est que comme elles ont levé des fonds et qu'elles sont sous pression pour faire de la croissance, très vite recrutées, donc très mal recrutées, et très vite, et comme tu recrutes trop de monde, tu les onboardes mal. J'ai pas compté parce que ça me fait peur de le faire, mais je pense qu'on a perdu des millions d'euros. 1, en effort de recrutement. 2, en effort de formation. Pour 3, pas valider les périodes d'essai des gens. Et c'est une faute en plus, parce que les gens démissionnent quand même d'un job précédent. Alors probablement que s'ils démissionnent, ils n'étaient pas forcément très heureux, mais on les a quand même fait venir chez nous pour finalement pas les valider. Je considère que c'est une responsabilité de l'employeur de ne pas y arriver. Et la deuxième chose, c'est qu'au-delà de mal recruter sur des postes qui étaient utiles, on a aussi inventé des postes pour rentrer dans des cases. Quand tu veux faire une levée de fonds, il faut avoir une espèce de top management structuré avec un directeur, des VP, des heads, un organigramme qui a de la gueule. Parfois, il sert à rien en fait. Il est juste normatif et donc les VC aiment bien avoir cette slide. Mais si pour ta boîte, il sert à rien, il vaut mieux, je pense, pas faire la même erreur que nous et arriver avec... t'as 3 personnes, en fait, pas 12. Et les 9 autres, tu les as pas parce que chez toi, ça n'a pas de sens. Et il vaut mieux, je pense, le défendre et l'expliquer plutôt que d'essayer de rentrer dans un moule pour finalement inventer des métiers qui sont pas les bons chez toi, qui créent pas la valeur attendue. Et donc ça aussi, ça nous a coûté très cher. Dernière question, c'est quoi la vision que vous avez aujourd'hui pour Garant.me? C'est quoi les grosses étapes à venir? Notre ambition, c'est de devenir leader de l'assurance dans l'immobilier. Donc ça, c'est fort quand même parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. La vision qu'on a, c'est de petit à petit consolider la chaîne opérationnelle. C'est quoi la chaîne opérationnelle? Ce sont toutes les opérations que les agents immobiliers mènent au quotidien, de la diffusion de leurs annonces sur une plateforme de promotion comme Se Loger, jusqu'à la gestion de leurs biens au quotidien. Et en fait, nous, on a les outils financiers, l'assurance, qui permettent de fluidifier tout ça. Et ce qui nous permet de plus les distribuer et mieux les gérer, c'est le fait de les inclure dans les outils que l'agence utilise au quotidien. Et donc, notre roadmap en termes de vision, c'est d'enrichir petit à petit
tous les outils et les centraliser sur une même plateforme avec laquelle on équipe les agences. Le deuxième point, ça serait de consolider l'offre d'assurance qu'on a. Aujourd'hui, on traite un problème de l'agence, le loyer impayé. Elle a un deuxième gros problème, l'agence, qui est l'inondation, le dégât des eaux, toutes ces choses-là. Et on aurait l'ambition du coup de l'accompagner sur cette problématique aussi. Ok. Merci beaucoup Thomas, c'était hyper intéressant. Merci d'avoir été aussi transparent et de nous avoir ouvert le capot des finances de Garant.me et plus globalement de votre super trajectoire. Bravo pour tout ce que vous avez déjà accompli et bon courage pour l'avenir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.